bête comme une oie, fier comme un coq, têtu comme une moule, gai comme un pinson, rusé comme un renard, doux comme un agneau. Voilà, ces expressions de la langue courante du français d'aujourd'hui révèlent, disons, témoignent de similitudes qui sont tout à fait rentrées dans l'usage courant entre des dispositions morales de l'homme et des comportements, des attitudes de l'animal. Ces expressions font partie on pourrait dire, d'un certain héritage culturel que nous avons reçu des anciens, mais cet héritage constitue aussi, pour peu qu'on s'intéresse à l'anthropologie culturelle, une sorte de constante anthropologique, parce que même si on sort de la culture occidentale, eh bien, on a affaire à des phénomènes culturels comme le totémisme ou comme les divinités zoomorphes, amplement étudiées par les anthropologues, où le rapport entre homme et animal dépasse la simple constatation d'une ressemblance physique pour empiéter dans le domaine de la morale. Donc on pourrait se dire, bon, ça fait partie d'un fond culturel, cela fait partie d'un fond culturel commun, populaire, dans lequel il y a peut-être une influence de la religion, mais qu'est-ce que la science, qu'est-ce que le savoir médical aurait, disons, à faire dans cette histoire? Donc cette image est tirée d'un ouvrage dont je vais vous parler tout de suite après, c'est le traité de la physiognomonie humaine. Donc, comme vous le voyez, c'est un traité écrit en latin, donc une langue savante, publié dans la deuxième moitié du XVIe siècle, 1586 pour la première édition, et on retrouve des images d'animaux mises en comparaison avec des têtes d'êtres humains qui présentent certains traits morphologiques assez caractéristiques. Alors, le but de ma communication d'aujourd'hui est d'essayer d'expliquer comment est-ce possible qu'à partir de ce fond culturel commun se soit détaché un savoir sur la relation entre l'homme et l'animal qui présente un caractère de nécessité, de scientificité. Voilà deux aspects épistémologiques sur lesquels aussi je vais m'attarder tout à l'heure. Déjà donner quelques éléments de contexte donc, pour voir dans quel cadre scientifique et culturel s'insère l'œuvre de Della Porta. Donc, le cadre scientifique est fourni par la tradition physiognomonique ancienne, dont l'ouvrage le plus ancien et représentatif est un recueil ce sont des aphorismes presque attribués à Aristote. Donc, la philologie moderne a montré que c'est un auteur, même les Physiognomica, dont l'œuvre à laquelle je fais allusion est le résultat d'un travail collaboratif, sans doute, au sein de l'école aristotélicienne, mais peu importe, au XVIe siècle, au début du XVIIe, on croit que Aristote n'a pas seulement été l'auteur de la métaphysique, d'ouvrages sur le mouvement des animaux, sur la génération des animaux, mais aussi de la physiognomica. Il y a d'autres auteurs relativement mineurs qui sont liés à l'histoire scientifique de la physiognomonie, le sophiste grec Polémon du IIe siècle après Jésus-Christ, un anonyme latin dont je vais vous parler aussi tout à l'heure très rapidement, parfois identifié à Apulée, le médecin et sophiste juif Adamantus, amplement cité par Della Porta, des manuscrits latins anonymes qui circulent surtout en Espagne, en France et en Italie entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et nous arrivons encore plus près maintenant de Della Porta, le Speculum Physiognomiae,
qui a été pas édité, mais disons écrit autour de 450 par Michel Savonarola, donc illustre médecin italien, oncle du réformateur Girolamo. Donc, qu'est-ce que la physiognomonie? Je ne vais pas faire un exposé exhaustif, juste rappeler quelques disons, postulats théoriques. Donc, le premier postulat est que le dehors est un signe du dedans. Donc, c'est-à-dire la morphologie, les formes extérieures qu'on peut observer, révèlent quelque chose, donc sont porteuses de sens et d'explications aussi concernant toute cette partie intérieure des corps vivants qui nous est invisible. Donc la morphologie, à partir de là, des animaux aussi bien que celle des plantes d'ailleurs, révèle quelque chose de ce qu'on pourrait appeler le caractère. Donc d'une disposition, on pourrait dire, d'une certaine disposition à l'action. Ce principe se fonde aussi sur l'idée d'une interdépendance parfaite du corps et de l'âme. Donc, deuxième point qui est inclus en quelque sorte dans le premier, c'est que les similitudes, mais il y a le concept de similitude qui s'ajoute, les similitudes morphologiques révèlent des similitudes caractériologiques. C'est un principe qui se fonde sur une idée aristotélicienne très importante, qui est celle selon laquelle la nature ne fait rien en vain. Donc la similitude, même si n'est pas une identité, eh bien, elle dit bien quelque chose. Donc nous allons voir de quelle manière la similitude est en œuvre dans la physiognomonia Della Porta à travers justement ce principe aristotélicien selon lequel rien n'est fait en vain dans la nature. Et puis troisième grand principe qui va permettre disons, qui fait que Della Porta et puis toute une tradition de physiognomonie animale n'aura pas besoin de s'appesantir sur la relation entre l'homme et l'animal, c'est le principe qu'on appelle de l'uniformité de la nature, qui domine dans la médecine, en tout cas de la Renaissance, et qui permet de considérer qu'il y a une parfaite continuité entre l'homme et l'animal, du moins sur le plan physiologique, donc du point de vue de la nature du corps. Donc, c'est un point essentiel. Dernière prémisse théorique, c'est un fond commun à dans une grande partie des sciences de la vie et du vivant de l'époque antique, médiévale et moderne, c'est le principe de sympathie. Donc, c'est un peu en partie lié à cette idée fondamentale de l'interdépendance du corps et de l'âme, principe de sympathie qui est rappelé dans les Physiognomica du pseudo-Aristote de la manière suivante: le corps compatit les affections de l'âme. Donc il y a dans ce texte pseudo-aristotélicien l'idée selon laquelle c'est d'une part l'âme qui crée le corps et non pas l'inverse. Donc c'est un principe spirituel qui qui façonne littéralement le corps, et d'autre part que toutes les dispositions de l'âme, les passions de l'âme, tout ce qui relèverait aussi de l'hérédité, donc de l'inné, qu'on hérite donc de ses parents, eh bien s'imprime aussi dans le corps. Cette idée, on la retrouve de façon légèrement différente dans un traité anonyme de physiognomonie du XIIIe siècle. L'âme,
Non, pardon, excusez-moi, c'est le Pseudo-Apulée. Donc, c'est le traité latin antique auquel je faisais allusion au début. L'âme façon le corps par sympathie aussi bien qu'elle emprunte son type au physique. Donc, cette citation insiste sur l'osmose et la porosité qu'il y a entre le corps et l'âme. C'est-à-dire le fait que ce n'est pas seulement l'âme qui crée le corps, mais aussi qu'elle emprunte son type au physique. Donc cette citation insiste sur l'osmose et la porosité qu'il y a entre le corps et l'âme. C'est-à-dire le fait que ce n'est pas seulement l'âme qui crée le corps, mais aussi le corps, sa forme, sa morphologie, sa structure, qui va avoir une influence sur les penchants de l'âme et sur le caractère individuel. Donc, j'arrive maintenant à la partie centrale de mon exposé sur Giambattista Della Porta, qui est un auteur qui est très bien représenté dans le fond d'ouvrages rares, pas rares, mais d'ouvrages anciens de l'ENVA, parce que ici on a retrouvé donc non seulement on peut trouver non seulement non pas la première édition mais l'édition postérieure de la magie naturelle qui est le premier ouvrage de Della Porta qui le rendra célèbre non seulement en Italie, mais au-delà des Alpes. Mais on trouve aussi une édition du XVIIe siècle de la physiognomonie, donc de la physionomie humaine, en traduction française, mais on n'est pas dans la boîte. Et on trouve également la phytognomonie, c'est-à-dire une application des principes de la physiognomonie dans l'étude du rapport entre l'homme et la plante. Donc, c'est en gros ce dont on dispose ici. Della Porta est un personnage très singulier, tout à fait unique, qui peut ressembler peut-être en quelque sorte à Cardan, à Jérôme Cardan, dans l'Italie de la deuxième moitié du XVIe siècle. Il naît dans une ville qui s'appelle Vico Equense, à quelques kilomètres de la ville de Naples, donc entre Naples et Salerne, dans une famille très aisée, tellement aisée qu'il peut se permettre une éducation à la maison. Donc il ne mettra jamais les pieds dans une institution scolaire, il ne fait pas d'études universitaires, donc il est formé à la maison, où il apprend le latin et différentes disciplines. Donc il est formé aux mathématiques notamment, à tout un ensemble d'arts manuels. Et cette formation très hétérogène et hétéroclite se reflète entièrement dans sa production. Parce que Della Porta, qui est un polymathe, un des grands polymathes du XVIe siècle, s'intéresse premièrement à la magie naturelle, mais aussi à la physiognomonie, à la science des miroirs, à celle qu'on appellera par la suite la dioptrique, à l'alchimie, à la météorologie et à la chiromancie. Donc, d'une manière générale, une de ses intentions, un des éléments centraux de son programme de recherche consiste à rationaliser des arts et des savoirs considérés comme magiques ou comme difficilement qu'on pourrait difficilement considérer comme scientifiques avant le XVIe siècle. Pour vous donner, je vais ensuite parler surtout, dans le temps qui m'est donné, de la physiognomonie, mais pour vous donner un exemple de ce dont il est question dans la magie naturelle, par exemple, pour ceux qui ne sont pas
qui ne fréquentent pas tous les jours des ouvrages de magie de la Renaissance, il faut bien distinguer vraiment la magie naturelle de la magie démoniaque, une magie qui est fondée sur l'invocation de forces surnaturelles pour des maléfices ou même pour rapprocher l'objet d'amour. La magie naturelle pour Della Porta, bon, je ne vais pas aller trop au-delà, consiste tout simplement dans le fait de rechercher à maîtriser des phénomènes naturels, curieux, insolites, qui suscitent l'émerveillement, et comme par exemple, voilà, je vous lis donc, dans cette édition, voilà, comment, à partir de miroirs pleins, on peut voir des choses qui se font loin en autre lieu. C'est-à-dire comment des miroirs convexes peuvent permettre, c'est de ça qu'il parle ensuite, de voir bien plus loin qu'un simple miroir. Ou un autre exemple, comment les roses et le jasmin peuvent prendre la couleur jaune. Voilà, donc c'est ce type d'expérience un petit peu curieuse dont il est question dans la première édition de la magie naturelle. Pourquoi alors, encore un mot sur la magie naturelle. Pourquoi la magie naturelle? Parce que d'une manière générale, le XVIe siècle est marqué du point de vue de l'histoire des sciences par un changement institutionnel profond, c'est-à-dire par l'arrivée sur la scène, on peut dire, scientifique, de princes ou d'aristocrates qui, dans leur cours, dans leur cours, que ce soit à Naples ou à Florence, ou même à Rome ou à Milan, souhaitent développer des arts magiques ou souhaitent donner à des gens très savants qui étaient chassés par les universités ou qui, du moins, n'avaient pas leur place dans l'université, pour leur donner les moyens de cultiver leur science et leur art dans un cadre protégé qui était celui de la cour. Donc Giambattista della Porta profite de ces conditions à la cour de Naples. Il va créer lui-même une académie de secrets après avoir fréquenté tout jeune l'académie de secrets présumée, sur laquelle nous avons très peu de témoignages, de Ruscelli. Donc, si vous regardez la chronologie, donc, vous verrez que la magie naturelle est publiée à Naples en 58, donc, alors que Della Porta était à peine âgé de 23 ans. Cela signifie que la fréquentation de ce jeune prodige de cercle d'initiés au secret de la nature commence, paraît-il, assez tôt, voire on pense à l'âge de 15 ans. Sur l'histoire, sur la postérité de cet ouvrage, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces éditions, parce que la magie naturelle connaît 20 éditions latines jusqu'à la fin du XVIIe siècle, moult traductions en italien, en français, en allemand et en néerlandais. Avec quand même une chose importante à rappeler, c'est la différence entre la première édition, donc celle de 58, et la deuxième édition augmentée de 1589, donc en 20 livres, qui est une version expurgée, donc de quelques références ambiguës à la sorcellerie qu'on trouve dans la première édition, et augmentée avec beaucoup d'expériences curieuses pour la plupart. Donc, si on essaie de rentrer maintenant dans l'atelier de ce grand savant que fut Della Porta, on découvre, à l'instar du cas de Cardan, ou même quelques décennies plus tard
René Descartes, une insatisfaction avérée pour les études, pour la manière dont on enseigne la science à son époque. Et voilà ce qu'on lit au tout début de la Physiognomonia. Donc, le premier livre est un livre programmatique où il explique, il discute, il critique la méthode choisie pour établir des correspondances rationnelles et empiriques entre l'homme et l'animal. Je me souviens d'avoir appris très peu de vérité, un grand nombre de mensonges, d'ornements et de discours vains tout au long de ma formation scientifique et personnelle et dans les livres des auteurs anciens et modernes, que j'ai beaucoup étudiés et qui ont immortalisé la mémoire des sciences. J'ai même repéré beaucoup de choses qui non seulement ont peu affaire à la vérité, mais encore en sont extrêmement lointaines. C'est en passant toujours par l'appréciation attentive, la rumination et l'expérimentation des choses que je me suis mis à considérer comme vrai ce qui pouvait être validé par l'expérience. Donc, on trouve ici une déclaration très claire de l'importance que l'expérience, l'observation directe, la validation par les sens devrait avoir, selon Della Porta, dans la constitution du savoir scientifique. En réalité, lorsqu'on lit le traité de physiognomonie de Della Porta, on voit à quel point le poids des autorités anciennes est fort, voire bien plus fort, bien plus lourd que celui des observations directes. Donc, c'est un ouvrage qui s'ouvre sur... dire autre chose. Donc, c'est un ouvrage qui est très richement illustré, en tout cas dans sa première édition de 1586. Il faut avoir à l'esprit aussi qu'après le succès éditorial de La fabrique du corps humain d'André Vézal, donc publié dans une première version en 1543 puis en 1555, eh bien, il était quasiment impossible en Italie, dans un ouvrage scientifique pouvant inclure des représentations du corps, de représenter le corps de façon trop schématique, sans qu'il y ait une attention particulière portée aux détails anatomiques et puis même à la beauté des traits. Donc on retrouve au début ces images de corps humain nu, déjà pour instituer la différence sexuelle. C'est-à-dire, contrairement à ce que les études de genre appliquées à l'étude de la médecine de cette époque tendent à affirmer qu'il y a une indistinction, une indifférenciation entre l'homme et la femme pour les parties génitales, d'une manière générale, pour Della Porta, il y a une différenciation tout à fait nette sur des bases humorales et morphologiques. Et on ne trouve à aucun moment l'idée selon laquelle finalement l'homme serait le mâle et la femme serait plus proche donc, de l'animal que de l'homme de sexe masculin. Donc on arrive ainsi au livre second. Donc je préfère d'abord vous donner des images, donc des illustrations de son œuvre et de son idée pour remonter ensuite aux enjeux et à la méthode. Donc le deuxième livre consiste en un examen comparatif, voilà, de la physionomie, c'est surtout la tête, donc le visage et le crâne de l'homme et celui ou celle plutôt de différents animaux. Contrairement à ces déclarations liminaires concernant l'importance de l'expérience, en réalité, voilà, comme je vous ai dit, chaque comparaison et morphologique et caractérielle s'appuie d'abord sur Polémon, Adamantus, donc sur des auteurs anciens, ou bien sur Aristote, comme vous pouvez le voir à côté dans un paragraphe
où Della Porta étudie, analyse la comparaison des traits des traits de la tête d'un lion et puis des traits de caractère d'un homme qui présente une morphologie crânienne et puis du visage semblable à celle du lion. Et les exemples du même genre sont sont assez nombreux et vont tous dans le même sens. Donc un homme qui aurait le nez, disons un nez qui rappelle les traits d'un aigle ou d'un rapace, eh bien, présente le même caractéristique morale de ce prédateur, disons, des prédateurs ailés. Il en va de même pour la comparaison donc, du visage de l'homme avec celui d'une vache, avec le cheval ou avec le cerf. Alors, il y a de multiples enjeux derrière cette comparaison que Della Porta souligne, que je vais essayer de relever peut-être en les résumant de façon un peu peut-être trop schématique. Premièrement, un enjeu religieux, c'est-à-dire comment accorder, comment harmoniser la question de la liberté humaine et du libre arbitre d'une manière générale avec l'idée selon laquelle finalement il y aurait une inclination naturelle très forte inscrite déjà dès la naissance chez l'homme à se conduire de telle ou de telle autre manière. Et cela est lié au problème de la divination que je ne vais pas développer maintenant faute de temps. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu psychologique. La physiognomonie permet, selon Della Porta, d'anticiper l'avenir. C'est-à-dire, si on repère dès la naissance chez un enfant des traits, les traits du peureux, de la personne, une personne timide, qui a peur ou qui est trop volubile, eh bien, on pourra, par l'éducation, on pourra, par l'insertion de cette personne dans un milieu adapté, corriger un défaut de nature, un défaut de nature. Troisième élément, troisième enjeu, l'enjeu médical. Parce que, comme je vous ai dit, Della Porta souhaiterait que la physiognomonie qui a été laissée pour compte par la médecine médiévale, en tout cas par la plupart des auteurs qui l'ont précédé, puisse entrer dans le domaine des sciences médicales et puisse acquérir par la méthode de la physiognomonie ses lettres de noblesse. Et il considère donc ainsi le perfectionnement de la physiognomonie et la rationalisation de la physiognomonie comme un moyen pour perfectionner le diagnostic. Donc, en plus du diagnostic fondé sur les tempéraments, sur l'observation physique et puis du corps du patient et l'association de ces traits corporels, de ses couleurs, des couleurs de son visage par exemple, avec un tempérament, il y aurait, le médecin devrait pouvoir puiser à ce fond commun de connaissances physiognomoniques. Quatrième enjeu, l'enjeu social, donc la cour comme nouveau lieu d'exercice de la recherche scientifique. Et cinquième enjeu culturel, qu'on repère assez clairement, c'est cette appétence pour le merveilleux et pour les curiosités et pour les secrets. La question qui se pose assez vite est celle de la causalité, parce que pour pouvoir inscrire ou ériger plutôt la physiognomonie, cette pseudoscience au rang de science médicale, il faut bien, selon Della Porta, résoudre le problème de la causalité. Le livre Alpha de la métaphysique d'Aristote s'ouvre en disant que l'épistémé, la connaissance véritable, est une connaissance causale des causes. Donc il faut nécessairement, selon Della Porta,
qui cite Aristote d'ailleurs, trouver un fondement empirique, rationnel, de la correspondance non seulement physique, mais aussi morale entre l'homme et l'animal. Est-ce l'astrologie? Est-ce l'influence astrale? Et voilà, c'est une question qui se pose et qu'il met de côté assez rapidement, vu les ennuis qu'il avait eus aussi après la publication de la magie naturelle, avec l'Inquisition romaine. Est-ce en raison d'une similitude de la physiologie relative à la physiologie morale et au tempérament? C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause du fait que les animaux, eux aussi, auraient un tempérament, seraient sanguins, mélancoliques, colériques, flegmatiques, et que voilà, cette correspondance entre l'homme et l'animal pourrait se faire de façon, disons, évidente en ayant recours au savoir sur la physiologie. Ou bien faut-il davantage tenir compte du milieu, du climat et du sexe? Et puis, par rapport à la question de la sympathie, Della Porta se pose la question du choix du type de concept de sympathie. C'est-à-dire, est-ce la sympathie entre les astres et entre le monde supralunaire et le monde sublunaire, qui est une sympathie, un usage douteux, dangereux de la sympathie, ou bien est-ce une sympathie physiologique à la manière dont Galien l'utilise, c'est-à-dire à la manière dont Galien utilise la notion de sympathie dans sa physiologie, un peu comme, disons, je vous rappelle, notion générale d'histoire de la médecine, c'est Galien qui, à partir des études anatomiques de l'école d'Alexandrie d'Égypte, nomme le nerf qui traverse la colonne vertébrale en partant du cervelet, nerf sympathique. Donc la sympathie, et le nerf sympathique surtout, est le nerf qui préside à tout mouvement involontaire, automatique, dans la physiologie animale. Donc il y a un usage tout à fait comment dire, empirique et légitime de cette notion-là. Autre question soulevée par Della Porta, toujours dans le livre 1, quel est finalement, concernant le statut épistémologique de la physiognomonie, donc je me permets, c'est un anachronisme assumé du statut épistémologique, mais c'est bien de cela qu'il est question lorsque Della Porta se demande quelle est la fiabilité qu'on doit accorder au raisonnement et aux conclusions de la physiognomonie. C'est-à-dire, une fois avoir établi effectivement des similitudes très fortes entre certains types humains et des animaux, quel rapport le savant doit-il avoir à son savoir? A-t-on affaire à des superstitions? Donc, il écarte tout de suite cette possibilité. Ou bien faut-il considérer donc, la physiognomonie un petit peu comme la médecine, un art conjectural, et donc considérer les conclusions physiognomoniques, donc à partir d'un raisonnement physiognomonique, comme des conclusions probables, dans le sens où une ressemblance entre l'homme et les animaux auxquels on aurait accordé des traits moraux très précis relève de l'inclination naturelle. C'est-à-dire qu'il y aurait une inclination naturelle à avoir un comportement de chien, de loup, d'aigle, etc. Donc de personnes fidèles, de prédateurs, de personnes disons, peureuses. C'est plutôt à cet endroit-là, à ce niveau-là, que, selon Della Porta, se place la science physiognomonique. Ou bien donc, la certitude, mais ça c'est exclu assez vite. Cette articulation toute particulière entre l'homme et l'animal et sur le plan physique et moral est rendue possible à cette époque, entre autres, par
un des piliers de l'humanisme, un des textes les plus souvent lus, commentés et emblématiques même de cette époque, qui est un passage du discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, qui contient une interprétation en clé hermétique, mais je ne m'attarde pas sur ce point, de la création de l'homme, donc du passage de la Genèse qui décrit la création de l'homme. Bon, je le lis ici. Le parfait artisan décida finalement qu'à celui à qui il ne pouvait rien donner en propre serait commun tout ce qui avait été le propre de chaque créature. Il prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui parla ainsi. Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moins établies. Mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en des formes inférieures, comme celles des bêtes, ou régénérer, atteindre les formes supérieures qui sont divines. Donc, dans ce passage très célèbre, donc je laisse là, il y a, disons, aussi en filigrane une philosophie, donc une anthropologie de la différenciation entre l'homme et l'animal. L'animal symbolise un caractère, une inclination morale bien déterminée. L'animal suit la loi de nature parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement. Tandis que l'homme, à cause de son statut ambigu, de son indétermination foncière, eh bien, en tant que corps, mais seulement en tant que corps, il n'échappe pas à la loi de nature, donc à la loi de nature auquel les animaux sont soumis, mais en tant qu'âme rationnelle, eh bien, il est libre de se façonner, de se sculpter comme il veut, pour le meilleur et pour le pire, à l'aide de son imagination et de sa volonté. Dernière diapositive avant d'arriver aux conclusions. Della Porta se pose donc beaucoup de questions méthodologiques pour les raisons que nous avons évoquées, et il y répond. Donc, finalement, il essaye de ménager la chèvre et le chou, malgré ces déclarations très fortes en faveur de l'expérience. Finalement, il se résout à affirmer qu'un équilibre entre la tradition et l'expérience, quand même, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, faut-il suivre les autorités anciennes, donc Aristote, Polémon, Pline, autre auteur très important dans cette histoire que je n'ai pas évoquée? Faut-il se fier à l'histoire naturelle? Faut-il tenir compte de la fable ésopique, des fables ésopiques dans lesquelles les animaux aussi ont des traits moraux très précis? Donc, est-ce qu'on peut les considérer comme un fondement de la physiognomonie? Peut-on se fier au sens commun? On sent là qu'il y a aussi un savoir relatif à l'association entre homme et animal qui précède aussi la science, qui précède aussi la manière dont les savants de son époque ou même d'époques antérieures traitent la question. Que faire des portraits physiques et moraux d'hommes illustres? Plutarque, auteur des Vies parallèles, décrit très précisément le front, les joues, les yeux, le visage, la carrure, etc., de héros grecs et latins importants. Voilà. Et ça aussi, c'est une source, c'est une source dont on pourrait tenir compte
avec par contre le risque de faire déchoir la science physiognomonique au rang de science vraiment plus que probable, vraiment incertaine. Ou faut-il créer, en plus de garder une continuité avec les sources antiques, une nouvelle méthode de confirmation des hypothèses et créer ainsi un nouveau protocole de recherche expérimentale. C'est c'est ce qu'il va faire par la suite, donc dans les années suivantes, après la publication de la Physiognomonia, Della Porta s'adonne de façon très fréquente à la pratique de la dissection des cadavres. Il raconte dans sa Chirophysiognomonia, donc sur son traité portant sur la rationalisation de la chiromancie, il raconte une anecdote très croustillante dans laquelle il décrit sa méthode. Donc, il avait coutume de payer un pourboire à un bourreau dont il mentionne le nom, Antonello Cocozza, qui est un nom qui sonne c'est très évocateur pour un Italien. Qui lui passe finalement des cadavres en douce de façon à ce qu'il puisse prendre des empreintes sur la craie de toutes les parties du corps, notamment des pieds, des mains et puis du visage, pour ensuite les comparer de façon très précise aussi aux mêmes empreintes, au même calque fait sur le gypse, donc sur la craie, sur des animaux. Mais bon, cette méthode ne sera découverte qu'à la fin du XVIIe siècle, parce que ces œuvres, après la magie naturelle ayant été frappées d'interdit par le tribunal du Saint-Office, ne seront éditées qu'à la fin, autour des années 70 du XVIIe siècle. Pour conclure, quelques mots sur la postérité de Della Porta, dont la physiognomonie va avoir un impact très fort sur l'imaginaire aussi de l'époque et puis sur les artistes. L'exemple le plus éclatant est celui de Charles Lebrun, peintre à la cour de Louis XIV, qui, extrêmement séduit par le traité de physiognomonie de Della Porta, réalise des gravures extrêmement détaillées et fort jolies, dans lesquelles il applique les principes de la physiognomonie, mais en proposant des comparaisons entre des visages humains et d'autres animaux. Donc ce sont des animaux qui ne figurent pas dans la physiognomonia. Et pour finir, avec un auteur plus proche de nous, Johann Caspar Laffater, auteur, je pense, connu, un peu plus connu, fondateur de la phrénologie et auteur aussi d'un art de connaître les hommes par la physionomie, où les principes de la physiognomonie dellaportienne sont tout à fait présents, mais sans la référence aux animaux. Donc, en tout cas chez Laffater, c'est surtout la morphologie crânienne, la mesure des bosses du crâne qui va servir pour établir des correspondances entre la forme et le caractère. Et je vous remercie.